Je commence par une phrase qui paraît d'abord totalement fausse. Tout ce qui tourne autour de la Terre dans l'espace est en réalité en train de tomber en permanence. La Station spatiale internationale, chaque satellite, chaque vaisseau spatial, tous tombent en permanence vers le sol. Ils le ratent simplement sans cesse. Ce n'est pas un jeu de mots, c'est toute la vérité sur une orbite. Et une fois que vous avez compris cela, vous comprenez aussi pourquoi il existe autant de trajectoires différentes. Pourquoi certains satellites semblent rester à un point fixe et pourquoi notre Terre est presque trop grande pour qu'on puisse la quitter. Je m'appelle Sirwan et voici Mars Chroniken. Commençons par l'idée la plus importante, et elle vient déjà d'Isaac Newton. Imagine que tu te tiens sur une montagne incroyablement haute et que tu tires un boulet de canon à l'horizontale. Avec peu d'élan, elle retombe au sol après quelques kilomètres. Si tu la tires plus vite, elle ira plus loin avant de toucher le sol. Et maintenant, voici l'astuce. À partir d'une certaine vitesse, la Terre se courbe sous la balle aussi vite que la balle tombe. À ce stade, un petit salut affectueux à tous les platistes. Elle tombe toujours, mais elle ne touche jamais le sol. Elle tombe pour toujours autour de la Terre. C'est exactement ça, une orbite. Une orbite, ce n'est pas flotter. C'est une chute éternelle où l'on manque constamment le sol. Et c'est précisément pour cette raison que la grandeur décisive n'est pas l'altitude, mais la vitesse latérale. Si tu voles uniquement à la verticale, tu finiras par manquer de carburant. Et peu importe à quelle hauteur tu es monté jusque-là, tu retomberas alors sur Terre. En orbite terrestre basse, il faut aller à environ 7,8 km par seconde. Cela fait environ 28 000 km par heure. C'est aussi pourquoi il y a apesanteur à bord de la station spatiale. Les astronautes ne sont pas hors de portée de la gravité. Là-haut, près de 90% de l'attraction terrestre s'exerce encore. Eux et leur station tombent simplement ensemble, dans la même chute éternelle. Et c'est pourquoi tout semble en apesanteur. Donc, si tu construisais un immense gratte-ciel, ou plutôt un gratte-ciel spatial traversant les nuages, haut de 400 km, tu pourrais presque te tenir debout et te déplacer normalement à l'étage le plus élevé. On comprend maintenant pourquoi il y a tant d'orbites différentes. Car c'est l'altitude qui détermine l'utilité. Tout en bas se trouve l'orbite terrestre basse. En jargon technique, on l'appelle Low Earth Orbit, ou simplement LEO. Tout ce qui est sous environ 2000 km, ici, les stations spatiales et la majorité des satellites Starlink gravitent à environ 400 km d'altitude. Être proche signifie des images nettes et des trajets de signal court. Pour cela, on fait le tour de la Terre en environ 90 minutes. Un cas particulier de cette orbite basse est l'orbite héliosynchrone, ou SSO en abrégé. Généralement à une altitude de 600 à 800 km et presque polaire. Elle est réglée de façon à ce que le satellite survole chaque endroit à la même heure de la journée. Cela garantit toujours les mêmes conditions de lumière. Idéal pour l'observation de la Terre et la météo. Au-dessus se trouve l'orbite terrestre moyenne, ou MEO. De 2000 à un peu moins de 36 000 km, c'est le domaine des satellites de navigation. Comme le GPS ou le système européen Galileo, à environ 21 000 km d'altitude, encore plus haut. À exactement 35 786 km au-dessus de l'équateur se trouve l'orbite géostationnaire, le GEO. Ici, un satellite met exactement un jour pour faire un tour complet. Il tourne donc en synchronisation avec la Terre. Vu du sol, il semble donc immobile dans le ciel. Idéal pour la télévision, la communication et les satellites météo dont les antennes peuvent rester fixes dans une direction. Mais comment un tel satellite arrive-t-il là-haut? Et comment change-t-on d'altitude? C'est sans doute l'aspect le plus surprenant de la mécanique orbitale. Pour monter plus haut, on accélère dans la direction du vol. Cette poussée soulève le côté opposé de l'orbite. Une fois arrivé en haut, on est en fait plus lent qu'avant. En effet, plus l'orbite est haute, plus la vitesse est lente. Pour descendre, on allume les moteurs à l'opposé du sens du vol. Ce changement se fait en 2 étapes. On appelle cela un transfert de Hohmann. C'est exactement ainsi qu'un satellite atteint l'orbite géostationnaire. La fusée le place d'abord sur une ellipse allongée, appelée orbite de transfert géostationnaire ou GTO, dont le point le plus bas se trouve en bas, en orbite basse,
et le point le plus haut, déjà en haut, à la destination. Au point le plus haut, le satellite allume à nouveau ses moteurs et transforme l'ellipse en un cercle parfait. Celui qui veut aller encore plus loin, par exemple vers d'autres planètes, accélère tellement qu'il quitte complètement la Terre et s'engage sur une trajectoire autour du Soleil, qui passe justement là où la destination se trouvera. Mais il existe aussi des places de parking très particulières dans l'espace, les points de Lagrange, nommés d'après le mathématicien Joseph-Louis Lagrange. Ce sont 5 points dans un système composé de 2 grands corps, où l'attraction des deux et la force centrifuge du mouvement s'annulent exactement. Un petit objet peut y rester en place avec un minimum de carburant et se déplacer avec eux. Dans le système Soleil-Terre, l'un de ces points se trouve à environ 1,5 million de kilomètres en direction du Soleil. Là-bas, des observatoires solaires sont installés qui surveillent le Soleil en permanence. Un deuxième point se trouve exactement dans la direction opposée, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Là-bas, le télescope spatial James Webb est stationné, car il peut y rester de façon stable avec relativement peu de résistance et peu de carburant. C'est idéal pour un télescope qui a besoin d'un froid absolu et de tranquillité totale. Le même principe existe aussi entre la Terre et la Lune. Derrière la Lune, de notre point de vue, se trouve un point de Lagrange à partir duquel la Chine exploite son satellite relais Kekiao. Ce satellite permet le contact radio avec la face cachée de la Lune, éloignée de la Terre. 2 de ces 5 points sont d'ailleurs naturellement stables. Un objet revient de lui-même à sa place s'il est légèrement déplacé. Les autres sont comme un crayon posé sur sa pointe, il faut constamment corriger légèrement. À ce stade, je dois admettre brièvement que la théorie pure s'arrête ici. Tant qu'il n'y a que 2 corps en jeu, comme la Terre et un satellite, leur trajectoire peut être calculée exactement pour toujours. Le résultat, ce sont les élégantes ellipses que Johannes Kepler a déjà décrites. Mais si un 3e corps exerçant une attraction entre en jeu, il n'existe plus de formule générale et fermée. Déjà, de minuscules différences dans les conditions initiales peuvent complètement changer le résultat. Le système devient chaotique. C'est le fameux problème des 3 corps. Les points de Lagrange ne sont que quelques rares cas particuliers où l'on peut tout de même trouver une solution exacte. Les véritables missions vers de tels points ne sont donc plus calculées à l'aide d'une formule, mais simulées de façon poussée sur ordinateur. Mécanique orbitale. La mécanique orbitale, à partir de 3 corps, c'est moins de calcul et plus d'ingénierie. Cela nous amène à la plus grande question et au véritable point central de cette vidéo. Pourquoi est-il si incroyablement difficile de quitter la Terre pour atteindre l'orbite? Nous venons de l'apprendre. Il ne s'agit pas simplement de monter, mais d'accélérer horizontalement jusqu'à environ 7,8 km par seconde. Si l'on prend en compte la résistance de l'air et la lutte contre la gravité, une fusée doit atteindre une vitesse totale d'environ 9,4 km par seconde. Voici maintenant l'implacabilité de ce qu'on appelle l'équation des fusées. La quantité de carburant nécessaire n'augmente pas de façon linéaire avec la vitesse cible, mais de façon exponentielle. Car chaque goutte de carburant que tu veux emporter nécessite du carburant rien que pour pouvoir l'emmener avec toi. Celui-ci a aussi besoin de carburant, et ainsi de suite. C'est pourquoi une fusée est presque entièrement composée de carburant, et la charge utile tout en haut ne représente souvent que quelques pourcents. Les fusées chimiques y arrivent tout juste. Et c'est précisément ici que la Terre se trouve à un seuil étonnant. Une étude de l'astrophysicien Michael Hipke, datant de 2018, a calculé à quoi cela ressemblerait sur des planètes rocheuses plus grandes. Le résultat est décevant. Dès qu'une planète atteint environ 10 fois la masse de la Terre, le lancement avec des fusées chimiques devient pratiquement impossible. Son exemple est la véritable planète Kepler-20b, environ 10 fois plus massive que la Terre. Pour y envoyer un satellite de seulement 6,2 tonnes dans l'espace, il faudrait environ 55 000 tonnes de carburant. C'est le poids d'un navire de guerre. Pour une charge de la taille des missions Apollo, il faudrait environ 400 000 tonnes de carburant. C'est autant que l'ensemble de l'Empire State Building ou qu'un super pétrolier entièrement chargé. La plus grande et la plus lourde fusée du monde actuellement, Starship, pèse environ 5000 tonnes lorsqu'elle est entièrement remplie de carburant. Donc un 80e de notre fusée imaginaire.
Si notre Terre était donc nettement plus grande et plus lourde, ou si elle avait une atmosphère beaucoup plus dense qui ralentirait encore plus, alors les voyages spatiaux avec nos moyens actuels ne seraient tout simplement pas possibles. Nous serions restés pour toujours cloués au sol, à regarder le ciel. Mais peut-être que nous aurions alors trouvé autre chose. Mais c'est un autre sujet. C'est juste pour comparer la facilité ailleurs. Depuis la Lune, il ne faut qu'environ 1,8 km par seconde pour atteindre une orbite. Même pas un quart de la valeur terrestre. Et il n'y a pas d'atmosphère là-bas pour freiner. Depuis Mars, c'est environ 4 km par seconde. C'est encore environ la moitié. C'est pourquoi Starship pourra décoller de la Lune et de Mars sans propulseur. Du moins en théorie. La partie la plus difficile de tout voyage à travers notre système solaire est donc presque toujours la toute première. Quitter la Terre. Une fois là-haut, le reste, pour ainsi dire, n'est plus qu'une chute bien maîtrisée. Et ainsi, on revient au début. Une orbite n'est pas un endroit au-delà de la gravité. C'est l'astuce élégante de voler assez vite sur le côté pour tomber éternellement sans jamais toucher le sol. Le fait que cela soit possible depuis notre Terre relativement massive n'est pas une évidence, mais un heureux et précieux coup de chance de la physique. Je m'appelle Sirwan et c'était Mars Chroniken. Merci d'avoir regardé. Pera spera d'astra.